Bonjour à tous. Alors, monsieur le questeur Eric Ciotti, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les collaborateurs, contribuables associés, vous remercie chaleureusement d'être présents ce soir à notre 65e rendez-vous parlementaire du contribuable, consacré aujourd'hui au coût de l'immigration. Comme vous le savez, nous organisons depuis 2001 ces réunions de travail à l'Assemblée où nous convions systématiquement les 577 députés et leurs collaborateurs. Indépendants des partis politiques et ne recevant aucune subvention publique, Contribuables Associés a pour objectif de promouvoir une gestion économe de l'argent public, ce qui du coup nous distingue de beaucoup de groupes de pression puisque nous ne demandons pas davantage d'argent, pas davantage de moyens supplémentaires et pas de fonctionnaires en plus. Nous demandons finalement seulement une rationalisation de la dépense publique. Notre réunion de ce jour est présidée par monsieur le député Eric Ciotti, que je remercie d'avoir accepté cette lourde tâche. Merci aussi à Jean-Paul Gourevitch, qui est docteur en sciences de l'information, d'être parmi nous aujourd'hui. Vous allez donc nous présenter l'étude que vous avez dirigée pour notre association sur le coût de l'immigration en 2023. Dépenses, recettes, investissements, rentabilité. Vous avez travaillé plus de 25 ans en Afrique pour des organisations internationales, pour les diasporas africaines présentes en France dans le cadre du partenariat euro-africain et plus de 15 ans sur le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Merci au préfet et inspecteur général de l'administration Michel Auboin de nous livrer des éléments qui vont, je le crois, fortement intéresser les élus de la nation présents ce soir. Michel Auboin a en effet connu l'administration de l'intérieur et nous donnera quelques clés pour que les textes votés soient exécutés dans de bonnes conditions, c'est-à-dire sans blocage interne. Mesdames et messieurs les députés, pour Contribuables Associés, le sujet de l'immigration doit être traité au même titre que la suradministration, le problème de la dette ou encore l'efficacité de telle ou telle politique publique. Certes, ce sujet peut être abordé sous des angles différents et le combat de Contribuables Associés porte sur l'argent des contribuables. Les médias comme France Info, Europe 1, CNews, Le Figaro Magazine ou encore L'Express nous ont ouvert leurs antennes ou réalisé des recensions de notre étude, preuve que cet aspect, l'aspect financier de l'immigration, est un sujet trop rarement traité. 54 milliards d'euros, c'est le coût de la politique migratoire en France, détecté par notre expert Jean-Paul Gourevitch. 1974, vous le savez, c'est le dernier budget voté en France à l'équilibre. Vous l'aurez compris, la politique migratoire de la France est aussi un sujet d'économie certaine. Aujourd'hui, notre objectif est donc de parler froidement de ce sujet chaud. Et donc, mesdames et messieurs, je vous propose d'organiser notre rendez-vous en 4 temps. Eric Ciotti donc, prendra la parole pour nous donner sa vision du sujet, puis Jean-Paul Gourevitch nous fera un bref résumé de son étude et mettra en avant 2 propositions parmi la dizaine que vous avez dans vos pochettes. Et puis Michel Auboin témoignera une dizaine de minutes sur la difficulté à faire appliquer les textes. Et enfin, naturellement, vous aurez la parole pour un temps d'échange. Monsieur Ciotti, Monsieur le Président, la parole est à vous. Merci d'avoir suscité cette rencontre. Je suis très heureux ce soir de la présider. D'abord, je veux dire ma reconnaissance et mon respect pour le combat, je crois que c'est le mot que l'on peut employer, que livre Contribuables Associés depuis des années, pour la diminution des prélèvements obligatoires dans notre pays et pour une meilleure gestion des dépenses publiques. C'est un combat auquel j'adhère. C'est une ambition, un objectif qui nous réunit et le groupe des Républicains, vous êtes dans la salle du groupe des Républicains, comme le parti que j'ai l'honneur de présider, vient de proposer un contre-budget à laquelle Véronique Louwagie a participé fortement, qui fixe comme objectif une baisse des prélèvements obligatoires. Pour nous, l'objectif politique, et je veux que ce soit un objectif central pour notre famille, c'est la baisse des prélèvements obligatoires. Donc nous rejoignons vos ambitions et ce soir, c'est un des éléments qui peut et qui doit contribuer à la baisse des prélèvements obligatoires. Dans le contre-budget que nous avons porté, qui prévoit tout à la fois un peu plus de 10 milliards d'euros, soit 1% du PIB, de baisse des prélèvements obligatoires, gagés par 25 milliards d'économies de dépenses. Dans ces économies de dépenses, nous avons prévu 4,5 milliards d'économies liées aux dépenses directement associées aux politiques migratoires. Donc, nous n'avions pas anticipé ce rendez-vous,
mais nous avions naturellement pris en compte cette problématique, qui est une problématique majeure. Il y a des débats sur le coût de l'immigration. Jean-Paul Gourevitch portera sa vision, son analyse. Elle n'est pas totalement partagée par tous, mais c'est le sens du débat et de la démocratie. La Cour des comptes évaluait sur la question de l'asile et de l'immigration le coût en termes de finances publiques à hauteur de 7 milliards d'euros directement de dépenses. Il y a ensuite des différents chiffrages qui participent à ce coût, mais ce qui me paraît être une évidence, et je crois que ce soir il faut poser des évidences, c'est que 1, l'immigration n'est pas une chance pour la France, que 2, l'immigration a un coût net pour notre pays, un coût budgétaire, c'est le cadre de notre réunion, qui a forcément des conséquences sur les prélèvements obligatoires, un coût économique et un coût social et naturellement aussi un coût sécuritaire. Et je le dis parce que nous avons une surreprésentation aujourd'hui des délinquants d'origine étrangère dans les statistiques de la criminalité et de la délinquance dans notre pays. Mais au-delà de ce tableau, voilà, l'immigration n'est pas une chance, l'immigration est devenue trop massive. Nous avons aujourd'hui dans notre pays environ 1 million de clandestins. Nous avons une population étrangère qui n'a cessé de croître, officiellement de 7,8% de la population française en 2022. Elle était de 6,5% en 1975 et elle était de 4,4% en 1946. Si on évoque la population immigrée, elle est aujourd'hui de plus de 10%, 10,3%. Elle était encore en 2010 de 8,5%. Donc on voit une augmentation rapide, une courbe qui s'accélère. On peut évoquer d'autres paramètres. Aujourd'hui, 500 000 personnes qui bénéficient du statut de réfugié. On peut évoquer les records de 2022 en matière de titres de séjour, 320 000, auxquels s'ajoutent 156 000 demandeurs d'asile, dont les 2 tiers se verront déboutés du statut de réfugié, auxquels on peut rajouter les entrées de mineurs pudiquement qualifiés de non accompagnés, que l'on évalue aujourd'hui présents sur notre territoire à environ 40 000. Donc on a des entrées évaluées à 500 000 étrangers en situation régulière. J'évoquais les 1 million qui se situent sur notre territoire vraisemblablement, puisque c'est une évaluation en situation irrégulière. Donc nous mesurons les enjeux. Des réponses, puisque je veux simplement poser le débat dans cette introduction, et des réponses qu'on porte sur ces contre-budgets. D'abord, de façon globale, je crois que, et c'est un des coûts que vous avez pointé, M. Gourevitch, je crois qu'il faut rendre notre modèle social beaucoup moins attractif. Un des enjeux en matière migratoire, et c'est le sens de notre proposition de loi constitutionnelle, c'est de diminuer massivement les entrées sur notre territoire. J'évoquais ce chiffre de 500 000, ça veut dire, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, 1 700 000 titres de séjour qui ont été accordés, plus de 3 200 000 visas qui sont accordés par an, donc on a des flux qui arrivent de façon importante. Donc il faut limiter ces flux d'entrée. Il y a plusieurs solutions, c'est trop long ce soir dans le temps qui nous est imparti pour les évoquer, mais je crois qu'une de ces solutions est de limiter l'attractivité du modèle social, et notamment sur le fait d'installer un délai dans le versement des prestations sociales qui ne sont pas la contrepartie de contributions comme peut l'être les allocations chômage, qui sont la contrepartie d'allocations. Je pense en particulier au délai nécessaire, et c'est une de nos propositions qu'il conviendrait d'installer pour les allocations familiales. Il y a une prestation qui est soumise à un temps de délai sur notre territoire, de présence en situation régulière sur notre territoire, c'est le RSA, qui impose une présence de 5 ans. Donc, premier axe, de façon globale, qui emporte les plus grandes masses,
c'est rendre moins attractif notre modèle social, imposer un délai dans le versement des prestations sociales non contributives. Donc c'est une de nos propositions. Sur le budget, pour revenir au contre-budget que nous avons présenté avec Olivier Marleix, que je salue, le président de notre groupe, Bruno Retailleau et Véronique Louwagie, sur les mesures spécifiques que nous avons pointées sur la loi de finances pour 2024 et sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Nous avons voulu porter des efforts particuliers sur la question de la prise en charge des soins, notamment sur les personnes en situation irrégulière. Véronique Louwagie, toujours elle, a rédigé un rapport qui fait particulièrement foi en la matière, qui estime le coût des prestations sociales en matière de santé pour les étrangers en situation irrégulière ou pour les demandeurs d'asile à 2 milliards d'euros. Nous proposons une réduction et sur l'AME, on est à 1 milliard 200 millions d'euros. Il y a à peu près 20 régimes, une dizaine, Véronique, or à côté de l'AME sur différentes catégories d'étrangers en situation irrégulière ou en tant que demandeurs d'asile. Nous proposons une diminution de 700 millions d'euros sur l'AME pour réserver, transformer et supprimer l'AME pour la consacrer uniquement à la prise en charge des soins d'urgence. Naturellement, il s'agit toujours de secourir quelqu'un qui est face à une pathologie d'urgence. En revanche, ce que nous refusons, c'est le tourisme sanitaire avec la prise en charge à 100% dans un panier de soins qui n'est pas réservé aux personnes qui ont la nécessité en France de bénéficier d'une mutuelle, ce qui n'est pas accessible aujourd'hui à tout le monde, et notamment aux plus précaires. Donc, sur les dispositifs, les régimes hors AME, il y en a une dizaine, nous pointons une économie de 250 millions d'euros. Deuxième volet sur les économies que nous proposons, c'est sur l'aide au développement. Environ 12 milliards d'euros dans la loi de finances. Nous proposons une économie de 2,5 milliards d'euros pour conditionner l'aide au développement à destination des pays qui ne jouent pas le jeu en matière de délivrance de laissez-passer consulaires. J'évoquais qu'un des grands enjeux d'une politique migratoire, c'était de limiter les entrées. Le second, c'est naturellement de faciliter les expulsions de ceux qui n'ont ni droit ni titre pour se maintenir sur le territoire national. Nous considérons qu'il y a des pays, pour ne pas les citer au premier rang d'entre eux, l'Algérie, pour lequel nous souhaitons la fin de l'accord de 68, qui ne joue absolument pas le jeu de la délivrance des laissez-passer consulaires pour mettre en exécution les OQTF. Donc nous proposons qu'il n'y ait plus d'aide au développement pour un montant de 2,5 milliards d'euros. Troisième volet sur les associations. Les associations, l'État verse 12 milliards d'euros, je crois, pour les associations en France, 1 milliard d'euros pour les associations qui interviennent dans le cadre de la politique migratoire. Je défendrai demain matin, dans le cadre de l'examen de la politique, de la mission Asile-Immigration, Éric Pauget, qui est là, que vous connaissez bien, défendra également une démarche similaire, une diminution de 500 millions d'euros pour les associations qui aujourd'hui, j'en cite une, la CIMAD, qui était intervenue pour maintenir, entraver la décision d'expulsion de l'assassin de Dominique Bernard, qui aujourd'hui sont financés par l'État tout en nourrissant des contentieux contre les décisions administratives de l'État. C'est quand même totalement ahurissant que l'État finance des associations qui introduisent en permanence des contentieux pour ralentir l'exécution, notamment des décisions d'éloignement. Il y a naturellement dans ces associations certaines qui œuvrent dans un objectif humanitaire, notamment celles qui ont en charge l'accueil des réfugiés ukrainiens, qui ne posent aujourd'hui pas de difficultés en matière d'intégration dans notre pays, ou très peu en tout cas,
et que nous voulons naturellement préserver. Je voulais aussi évoquer, nous évoquons dans ce contre-budget, la question de l'hébergement d'urgence. Chaque jour, et ce soir, la préfecture de la région Île-de-France réservera 52 000 chambres d'hôtel dans le cadre de l'hébergement d'urgence. L'hébergement d'urgence coûte à l'État 2 milliards d'euros. Il est estimé aujourd'hui que les 2 tiers ou les 80% de ce coût est fléché vers la prise en charge de populations étrangères, qu'elles soient en situation régulière, comme des demandeurs d'asile, ou en situation irrégulière, de façon majoritaire. Cette situation, naturellement, ne peut plus durer, et nous avons demandé que l'hébergement d'urgence, à minima, soit réservé d'abord en priorité aux Français qui se trouvent en situation de précarité, qui sont quelquefois, et c'est un effet d'éviction, qui ne peuvent plus avoir accès à ces logements. Deux, qui soient réservés, si c'est nécessaire, aux étrangers uniquement en situation régulière, et qu'il n'y ait pas d'accès à l'hébergement d'urgence pour les étrangers en situation irrégulière. Donc nous proposons un coût d'économie de 500 millions d'euros. Au total, vous voyez, de façon très concrète, il y a les grandes masses, vous allez en parler, les grands enjeux qu'il faut naturellement réduire, mais nous avons pris nos responsabilités, et dans ces 25 milliards d'euros d'économie, eh bien, il y en a 4,5 milliards d'euros qui sont consacrés, qui sont liés, qui sont rattachables à, aujourd'hui, une dérive d'une politique migratoire qui n'est plus contenue, qui n'est plus maîtrisée, et dont le contrôle, la restauration du contrôle, doit participer aussi, avec beaucoup d'autres éléments, au rétablissement de nos comptes publics, à la diminution de nos déficits, de notre dette, et donc de nos prélèvements obligatoires qui font de notre pays le pays au monde, et en tout cas le pays de l'OCDE, où on paie le plus d'impôts, où l'on acquitte le plus de cotisations et de charges, et qui font que la France, et c'est un titre dont on se passerait bien, est le champion du monde des impôts. Et cette Coupe du Monde-là, même si on a regretté de ne pas gagner celle du rugby, ben celle-là, on aurait bien aimé la perdre, mais malheureusement, avec récurrence, on la gagne chaque année. Donc en tout cas, merci à Contribuables Associés d'être cette vigie permanente pour nous alerter, hein, quand on est élu. Il peut y avoir quelquefois, parce que c'est beaucoup plus facile de dépenser que de faire des économies, il peut y avoir des tentations d'augmenter les prélèvements obligatoires. En tout cas, pour moi, à la tête des Républicains, j'ai fixé comme objectif central, majeur de notre politique économique, de diminuer les prélèvements obligatoires. Je prends un exemple d'un amendement que nous avons voté, que nous avons fait voter à notre initiative, c'est celui de conditionner le versement du RSA à 15 heures d'activité par semaine. Pour avoir mis en place, lorsque j'étais président du département, des mesures d'économie et de lutte contre la fraude au RSA, je vous prie de croire que cette mesure sera extrêmement dissuasive. Le RSA, c'est presque 10 milliards d'euros aujourd'hui pour les collectivités, compensés partiellement par l'État. Eh bien, conditionner le versement du RSA à 15 heures d'activité par semaine sera un moteur puissant de justice, d'équilibre, d'équité sociale, parce que notre société ne peut doit poser face aux droits, ils sont nombreux et souvent trop nombreux, sociaux, des devoirs. En tout cas, je prends cet exemple parce qu'il participe aussi, je crois, de cette démarche collective que vous portez et ce dont je vous félicite, et en me réjouissant d'avoir ce soir cet échange à l'initiative de Contribuables Associés. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Dans le quart d'heure qui m'est imparti, je vais faire deux choses. Présenter les résultats
de l'étude que nous avons menée sur le coût de l'immigration en 2023 et qui se trouve dans la brochure de contribuables associés. Et deuxièmement, m'attarder sur quelques-unes des propositions de contribuables associés qui se trouvent dans le document qui est dans votre pochette sur le rapport spécial pour les députés 24 octobre 2023. Je commence donc tout de suite par l'exposé des résultats. Le travail porte à la fois sur les immigrés, c'est-à-dire les étrangers, enfin les personnes nées à l'étranger, de parents étrangers et venus s'installer définitivement ou pour une longue durée en France. Il porte aussi sur les descendants d'immigrés de deux parents immigrés qui sont donc comptés pour moi comme une unité, descendants d'un couple mixte qui sont comptés comme une demi-unité. Il porte enfin sur les migrants en situation irrégulière. Alors vous savez que là-dessus, les chiffres sont gris et souvent contradictoires. Nous nous sommes calés sur le chiffre de 600 000 migrants irréguliers en métropole, auxquels nous ajoutons les migrants irréguliers à Mayotte et en Outre-mer au chiffre de 200 000, ce qui fait 800 000 migrants irréguliers. Au total, donc, notre étude porte sur 14 200 000 personnes, dont 13 400 000 en situation régulière. Je vais tout de suite commencer par la fin et partir par le résultat final. Notre étude fait apparaître un déficit pour l'État de 53,9 milliards d'euros de la balance dépenses-recettes et de la balance investissement-rentabilité. Pour apprécier ce chiffre, il faut le comparer aux chiffres de mes collègues. Ce chiffre est donc supérieur aux estimations des chercheurs dits de gauche, qui se situent entre 4 et 19 milliards d'euros. Il n'y a aujourd'hui aucun chercheur de gauche qui pourrait soutenir que l'immigration rapporte plus qu'elle ne coûte. Ce chiffre est légèrement supérieur à celui des institutions comme l'OCDE, comme Fondapol ou comme le CEPI, qui se situent autour d'un déficit de 40 milliards d'euros. Ce chiffre est inférieur aux économistes dits de droite qui positionnent le déficit entre 70 et 84 milliards d'euros. Et ce chiffre est extrêmement inférieur aux économistes qui sont dans la mouvance Polymia, qui considèrent que le déficit de l'immigration se situe entre 256 et 298 milliards d'euros. Pour préciser ces différences, moi je ne fais pas de critique scientifique de mes collègues à partir du moment où chacun indique d'où il est parti, quelle est sa méthode et quels sont ses résultats finaux. On peut simplement dire que les économistes de gauche et les institutions ne prennent pas en compte l'immigration irrégulière en disant que c'est un chiffre qui est contestable et donc on ne peut pas bâtir de schéma scientifique là-dessus. Et les économistes de gauche, d'ailleurs, se situent simplement sur les recettes et les dépenses directes, laissant de côté les coûts régaliens, les coûts sécuritaires, les coûts sociétaux, les coûts humanitaires et les coûts éducatifs. Par rapport aux économistes de droite et à ceux de la mouvance Polymia, nous ne partons pas des mêmes chiffres de départ. Les économistes, par exemple, de la branche Polymia prennent en compte ceux qui sont arrivés en France sans tenir compte de ceux qui sont repartis et de ceux qui ont été régularisés. Par ailleurs, ils considèrent
qu'on ne doit pas compter le travail des immigrés qui apportent leur contribution au PIB de la nation. Et enfin, il considère que les immigrés doivent participer au paiement des remboursements de la dette, puisqu'ils font partie de la communauté nationale. Ceci donc pour expliquer les différences. Si on rentre dans le détail, on s'aperçoit que le déficit ne provient pas tellement du rapport entre les recettes directes, c'est-à-dire les recettes fiscales, les recettes sociales, les recettes territoriales, et les dépenses directes, c'est-à-dire les contributions ou les apports qui sont donnés aux immigrés. Le déficit, il provient essentiellement de 2 points. D'un côté, l'ensemble des coûts indirects, ce que j'ai appelé tout à l'heure les coûts sécuritaires, les coûts de structure, les coûts sociétaux, les coûts humanitaires ou les coûts éducatifs, qui représentent près de 55 milliards d'euros et qui ne sont pas du tout compensés par ce que rapporte à l'État le travail des immigrés qui ont un emploi. Le prélèvement de l'État sur ce PIB pour la partie immigrée représente 21 milliards d'euros, ce qui n'est pas négligeable, mais qui est très inférieur aux 50 milliards d'euros. Enfin, une partie non négligeable du déficit vient aussi des investissements extérieurs ou intérieurs, j'y reviendrai, qui ne sont pas compensés automatiquement par des recettes. Alors pour être honnête, il faudrait ajouter qu'une partie de ce travail relève de ce que j'ai appelé la pénombre de l'immigration, c'est-à-dire des éléments sur lesquels nous avons, par exemple, le coût et les dépenses, mais sur lesquels nous n'avons pas de recettes. Je prends un exemple. La politique de la ville, on sait en gros que sur plusieurs années, ça représente environ 2 milliards d'euros. Cette politique, elle génère certainement des bénéfices. C'est-à-dire que tout ce qui est fait en matière d'éducation, de formation, d'alphabétisation, d'aide au logement ou même d'aide à la qualité de la vie va se retrouver très probablement chez les descendants dans la mesure où ceux-ci auront un accès plus facile à l'emploi. Sauf que c'est différé. La rentabilité, on la connaîtra 10 ans après. Et d'autre part, il n'est pas facile de la calculer. Donc tout ce qui est de l'ordre de la pénombre de l'immigration ne rentre pas dans nos calculs, ce qui fait que notre chiffre de 53,9 milliards d'euros est probablement un tout petit peu sous-estimé. Alors voilà un petit peu ce que je voulais dire sur le résultat des travaux que nous avons menés. J'ajouterai un point en ce qui concerne les migrations irrégulières, dont le déficit est aux alentours de 4 milliards, ce qui renvoie un petit peu à ce que vous nous avez dit tout à l'heure de vos efforts pour le diminuer. Ce déficit, il est presque stable d'une année sur l'autre, non pas que les expulsions ou que les reconduites aidées soient en augmentation, mais au contraire, mais en fait, le déficit de l'immigration irrégulière par rapport au déficit de la migration régulière est à peine de 10%. Alors je voudrais clore ce premier point, on y reviendra peut-être dans les questions, pour passer au second. Je ne vais pas développer les 20 propositions qui figurent dans le document que vous avez reçu, je vais juste en prendre 2 en expliquant que les propositions que nous faisons se situent dans le cadre actuel,
C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des tas d'autres politiques, on pourrait renverser la table, supprimer notre appartenance à l'Europe ou autre. Je me suis situé dans le cas actuel. Première proposition, elle concerne les déboutés du droit d'asile. Ces déboutés, pour une très grande partie, quand ils ont été déboutés par le FRA, ils font un appel, un recours à la CNDA, à la Cour nationale du droit d'asile. Quand vous faites, vous, un appel, vous devez déposer une caution. Il n'est pas normal que ces migrants déboutés ne déposent pas de caution qui leur serait remboursée, bien entendu, si leur appel était accepté. Le bénéfice financier est très faible. En revanche, le bénéfice moral et le bénéfice sociétal est très important, car un certain nombre de ces migrants déboutés, sachant que de toute façon ils n'ont aucune chance d'obtenir l'accueil, ne vont pas déposer de recours. Et donc ça va accélérer énormément les procédures, diminuer le coût de la CNDA et des avocats qui en profitent, et faire en sorte que ceux qui ont demandé effectivement à bénéficier du droit d'asile aient une réponse beaucoup plus rapide, c'est-à-dire non pas entre 15 et 18 mois, mais entre 6 et 8 mois. Voilà un type de proposition. J'en prends un autre complètement différent. Nous savons à peu près ce que représentent les 400 000 étudiants étrangers que nous accueillons chaque année. On a calculé, en tenant compte aussi de l'amortissement des locaux et du paiement des enseignants, on a calculé que cela représentait environ 4,6 milliards d'euros. Par rapport à ces dépenses, nous sommes dans le flou complet concernant les recettes. Un certain nombre de ces étudiants étrangers auront leur diplôme et vont peut-être rester en France et contribuer au PIB de la nation. Mais d'autres n'auront pas leur diplôme, abandonneront à un moment ou à un autre, changeront leur statut d'étudiant pour un statut familial, reviendront dans leur propre pays ou partiront vendre leurs compétences dans l'espace Schengen. Nous avons demandé déjà 2 fois, je l'ai fait personnellement, au ministère de l'Éducation et au ministère des Affaires étrangères de monter au moins une étude sur ces étudiants étrangers pour savoir si notre politique d'accueil qui est généreuse et qui est acceptée en raison de la qualité de notre système universitaire par ces étudiants doit être poursuivie, accrue ou diminuée. On m'a chaque fois dit que c'était une très bonne idée et le dossier est sous la pile et n'en sortira pas. Je voudrais terminer cette brève présentation par, et je m'en excuse à l'avance, par un élément un peu plus personnel, mais qui montre bien comment, dans un système éruptif comme est celui du débat sur l'immigration aujourd'hui, il est difficile de faire entendre une voix scientifique. Le lendemain du jour où cette étude a été présentée à la presse, ma page Wikipédia a été totalement caviardée. C'est-à-dire qu'on a enlevé tous les sujets sur lesquels je travaillais, parce que je suis aussi spécialiste de l'image politique, de l'Afrique, on l'a dit tout à l'heure, de la littérature jeunesse et de quelques autres sujets. On a gardé la page concernant l'immigration, et dans la page concernant l'immigration, on a supprimé tout ce qui était positif pour ne garder que les critiques. Et pour ne pas m'appesantir là-dessus, je vais vous lire les 3 lignes de présentation de mon ancienne version, qui était là depuis 10 ans. Jean-Paul Gourevitch-Néleuve est un essayiste français. Il est principalement connu pour ses travaux sur la littérature de jeunesse, l'Afrique, la Méditerranée, l'islam et les migrations. Eh bien, grâce aux 31 contributions faites le même jour
par une contributrice qui répond au surnom ou au pseudonyme de Chouette Bougonne. Voilà ce qui est devenu ma présentation Wikipédia. Jean-Paul Gourevitch est un essayiste français. Il est principalement connu pour ses publications alarmistes sur le coût qu'engendrerait l'immigration au budget de la France, qui sont critiquées pour l'absence de rigueur scientifique et reprises par les militants d'extrême droite. Je veux dire que tout ceci est totalement faux. Il y a très longtemps que les militants d'extrême droite ne sont plus sur mes chiffres, même si Marine Le Pen m'a cité et m'a mis dans la liste des ouvrages commandés. Il y a très longtemps que je ne suis plus critiqué pour mon absence de rigueur scientifique. Je crois que la critique la plus importante était de 2012 et j'avais fait bien entendu un droit de réponse et ce droit de réponse a évidemment disparu de ma notice. Alors ceci nous amène à une proposition qui a été faite par Contribuables Associés et à laquelle je m'associe très fort depuis plusieurs années. Je souhaiterais, et ce sera ma conclusion, qu'un observatoire indépendant de l'immigration et de l'intégration soit créé, qui permette de faciliter les comparaisons entre les évaluations des différents pays, qui permette d'avoir des chiffres sourcés et sinon incontestables, du moins solides. Et cet observatoire de l'immigration, ça n'est pas une invention. Quand Michel Rocard a créé le Haut Conseil à l'intégration, qui n'existe plus, comme vous le savez, il avait prévu de mettre en place un observatoire financier de l'immigration et de l'intégration. Cet observatoire ne s'est jamais réuni et je pense que ça serait une bonne chose, au moins pour pacifier une partie du débat sur l'immigration. On m'avait demandé de tenir 15 minutes, j'ai presque tenu mon temps. Je vous remercie de votre attention. Bonsoir. Je cherchais une articulation pour un propos qui ne portera pas sur le coût global, mais en fait, vous l'avez donné en parlant d'observatoire. Je livre juste une anecdote. Moi, quand j'ai été nommé directeur de l'intégration des étrangers en 2009, mes bureaux étaient rue Barbet-Jouy, pas très loin d'ici, et en fait, j'occupais la moitié d'un grand bâtiment qui était occupé pour l'autre moitié par le ministère de l'Agriculture. On avait la cantine commune, et puis on se connaissait, donc on se voyait souvent. Les amis de l'agriculture, ils savaient dire exactement, à l'unité près, combien la France comptait de moutons ou de lapins. Moi, j'ignorais totalement combien nous avions d'étrangers en France. Je suis arrivé dans un ministère qui ne faisait pas... pardon, je ne compare pas, hein, répétez pas ces propos, parce que, mais je suis arrivé dans un ministère dans lequel on n'avait strictement aucun document qui nous permettait de savoir quelle était la matière sur laquelle on devait travailler. Je suis persuadé que ça ne s'est pas beaucoup amélioré depuis. D'ailleurs, je lis comme vous le rapport au Parlement qui est prévu par le code CESEDA, le code des étrangers, l'article 111-10, et je le lis comme vous, et j'avoue que, pour y avoir contribué pourtant pendant 4 ans, j'ai toujours du mal à comprendre comment on doit compter les chiffres qui sont à l'intérieur, et je suis prêt à lancer un groupe de travail avec vous s'il fallait un jour essayer de comprendre comment fonctionne ce document. Alors je le sais d'autant plus que, avant d'être directeur de l'intégration, j'avais passé 4 ans, certains s'en souviennent ici, comme secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, et donc la question migratoire était à peu près la moitié de mon temps de travail. Et quand j'étais sous-directeur de l'administration territoriale, je gérais les préfectures et les 35 000 fonctionnaires de préfecture, le tiers des agents de préfecture était attribué à la question des migrations. Et tous ces gens-là, moi y compris, on ne savait plus lire le code que j'ai failli vous emmener tout à l'heure, mais vous le connaissez tous, chez Dalloz, l'énorme code rouge qui s'appelle le CESEDA, qui est la Bible,
qui est une Bible qui a été écrite par quelques-uns de mes collègues qui, depuis, malheureusement, ont quitté les fonctions, ce qui fait qu'il y a peu de gens aujourd'hui qui savent l'utiliser. Les agents de préfecture qui traitent la question des étrangers n'en connaissent qu'une toute petite part. Et ça explique beaucoup des biais qu'on trouve dans ces documents, dans nos documents statistiques, puisque ils remplissent des cases en fonction de ce qu'ils connaissent du code, et ces cases ont été beaucoup multipliées à la suite de textes législatifs ou de décrets qui ont multiplié les exceptions et qui ont multiplié les catégories. En reprenant tout à l'heure les chiffres pour 2001, je m'aperçois par exemple qu'on a une catégorie qui s'appelle carte de traité. Il y a 154 inscrits. Je rappelle les chiffres du président tout à l'heure, 350 000 cartes de séjour. On a une catégorie qui s'appelle talent exceptionnel. Il y a 8 personnes pour toute la France qui sont inscrites. On fait des statistiques avec des catégories qui n'ont strictement aucun sens. Et par contre, sur des grandes catégories, je vous en donne 2 parce que je crois que personne ne comprend la différence. Il y en a une qui s'appelle membre de famille et l'autre qui s'appelle liens personnels et familiaux. Si vous savez faire la répartition entre l'un et l'autre, je suis preneur. Les agents n'y arrivent pas. Et ensuite, on fait avec tout ça nos statistiques nationales. Alors ça, c'est peut-être la première chose. La deuxième chose, c'est que par ailleurs, vous le savez comme moi, le système informatique du ministère de l'Intérieur est saturé depuis très longtemps et donc il est lui aussi en partie, je n'ai pas dit qu'il était faux, je dis simplement il contient beaucoup de biais et surtout il ne permet pas, c'est ça qui est très étonnant, il ne permet pas de suivre les fameux étrangers en situation irrégulière dont on aimerait connaître le nombre et qu'on aimerait pouvoir suivre. Alors c'est d'autant plus étrange que la plupart d'entre eux pour lesquels on doit obtenir des laissez-passer consulaires lorsque on veut les reconduire à la frontière, ces laissez-passer consulaires sont nécessaires. Pourquoi ? Parce que ces étrangers ne possèdent pas de passeport. Or, a priori, ils ont présenté un passeport au moins à chaque fois qu'ils sont allés à l'OFPRA pour aller déposer leur demande d'asile, et ça m'étonnerait qu'ils soient rentrés en France sans avoir aucun document d'identité sur eux, quoi. Vous savez qu'il dans l'Essonne, où nous comptons la plus grande prison d'Europe, une partie des étrangers qui sont jugés sous alias. C'est-à-dire que la justice ne sait pas leur nom réel, et évidemment on n'a pas non plus leurs papiers. Les papiers qu'ils vont évidemment retrouver dès qu'ils vont en avoir besoin, mais que l'administration n'a pas. Donc l'administration n'a pas les documents d'identité des personnes qu'elle est censée suivre. Et le jour où vous voulez faire une reconduite à la frontière, vous êtes obligé de demander au pays d'origine un document qu'on appelle un laissez-passer consulaire qui vaut en fait passeport, faute de passeport. Et c'est l'une de nos grandes difficultés. Il en existe des tas d'autres, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais c'est juste pour vous dire que derrière le coût économique, il y a un coût administratif, il y a un coût d'efficience, d'efficacité d'administration qui est lié à toute une série de sujets qui ne relèvent pas de la loi, mais dont le législateur devrait s'emparer, je pense, pour que cette immense mécanique qui concerne quand même des centaines de milliers de personnes soit à terme plus efficace. Merci. Mesdames et messieurs, il nous reste, on va dire, 15 minutes d'échange. Si vous avez des questions à poser aux intervenants. Je me présente, je suis Valérie Boyer, je suis sénateur des Bouches-du-Rhône. J'ai une question à vous poser sur justement les papiers de ces personnes étrangères, parce qu'il y a une chose moi qui m'étonne énormément, c'est que lorsqu'on est maire, on est obligé de marier des personnes, enfin la préfecture nous oblige à marier des personnes qui n'ont pas de papiers. En tout cas qui ne souhaitent pas, parce que tout le monde a des papiers, qui ne souhaitent pas présenter ces papiers d'identité pour se marier. Donc le texte sur l'immigration arrive au Sénat dans quelques jours. Moi j'ai déposé plusieurs amendements que j'avais présentés lorsque j'étais députée lors de la loi Collomb, qui ont tous été refusés, parce que j'avoue que je ne comprends pas comment on exige d'officiers d'état civil qu'ils prennent en compte une demande de mariage pour une personne qui n'a pas de papier. C'est exactement ce que vous disiez.
Alors, c'est vrai que M. Mélenchon m'avait répondu que j'étais contre l'amour, mais je ne crois pas qu'en France, nous ayons, et le ministre Collomb aussi à l'époque, je ne crois pas qu'en France, ce soit obligatoire d'être marié pour s'aimer. Donc, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi on contraint les officiers d'état civil à prendre en compte une personne qui ne présente pas ses papiers. Et dans le code de la nation, enfin, dans l'accès à la naturalisation, contrairement à ce qui est écrit dans l'ouvrage Livre Noir, au Sénat, je suppose qu'à l'Assemblée nationale, nous avons plusieurs amendements qui enrichissent le texte qui nous a été présenté, justement sur l'accès à la nationalité française. Donc je voulais savoir comment juridiquement vous pouvez examiner cette situation qui me semble totalement abracadabrantesque. Surtout que je pense que ça ne relève pas de la loi, parce que je me méfie beaucoup dans l'administration des instructions, des circulaires parfois non publiées, qui ont pratiquement valeur de loi. Je reprends les circulaires dont on parle beaucoup, celle de M. Valls sur la régularisation des 5 ans. C'est un document qui est infraréglementaire, c'est une circulaire, donc c'est normalement un texte qui a une valeur juridique limitée et qui peut être reprise n'importe quand par n'importe quel ministre. Mais quand on est maire, mais, on est obligé. Oui. Moi, j'ai signalé plusieurs fois, lorsque j'étais maire, les mariages qui me semblaient relevés de... qui me semblaient bidons, en tout cas. Je les ai signalés. À chaque fois, la préfecture m'a intimé l'ordre de faire procéder au mariage. Peut-être ça relève peut-être pas de la loi, mais en tout cas, les officiers d'état civil sont contraints de s'exécuter. Sinon, on les menace de les suspendre de leur fonction. Je ne crois pas qu'il y ait une obligation dans le Code civil, mais je pense qu'il faut se pencher sur la question, vous avez raison, parce que c'est ce type même de dérive qu'on est en train d'observer. C'est-à-dire, je ne suis pas sûr que le préfet, en faisant ça, ne va pas au-delà de son pouvoir. Et je ne peux pas vous le dire mais ou une jurisprudence qui m'aurait échappé, mais en tout cas, c'est sûr. Il est sûr que, il me paraît normal que pour un acte d'état civil, que pour un acte important, la personne présente ses papiers, parce qu'on l'exigerait de n'importe quel Français. Donc, il n'y a pas de raison qu'on l'exige de quelqu'un qui, en plus, est en situation irrégulière. Évidemment, parce que si on lui présente ses papiers, on les enregistre et ils sont connus. Excusez-nous, mais on a un vote, donc, qui correspond, je pense, tout à fait à l'heure qu'on s'était à peu près donné. À l'heure qu'on s'était assigné. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Poursuivre le débat, mais merci à Contribuables Associés de porter ces sujets majeurs. Monsieur Dupont-Aignan, voilà. Oui, juste avant d'aller voter, ce qui serait intéressant, c'est de voir ce qui se passe en Allemagne, puisqu'en Allemagne, il y a un registre où les étrangers doivent s'inscrire dans les communes pour bénéficier des prestations sociales. Et ce serait très intéressant qu'on ait un comparatif là-dessus. Je crois que c'est important. Et dernier point, ce que vous dites, c'est que même en préfecture, je le vois en Essonne, et vous vous souvenez bien, c'est que les agents de la préfecture ne savent plus quelles sont les règles qui s'appliquent. Non. Donc plus personne ne connaît les règles En qui fait, s'appliquent. c'est exactement celle que... Mais je suis désolé, moi je dois aller voter. N'empêche qu'on oblige les maires à le faire. Donc je voulais juste dire par rapport à l'intervention que dans le document, vous avez une comparaison dans le document sur les propositions qui vous ont été faites, vous avez une comparaison entre le modèle français, le modèle allemand et le modèle danois, et on peut s'inspirer de quelques-unes des décisions prises par les gouvernements allemands et danois. C'est tout. Mais je vais vérifier ce point si vous voulez bien, d'autant que je suis aussi élu et je célèbre des mariages. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais... Parce qu'il y a l'entretien, depuis je crois la circulaire Valls, il y a l'entretien préalable au mariage lorsque la personne qui enregistre la demande de mariage, l'application des bancs à la mairie, et bon, de temps en temps, on a des situations qui sont curieuses. Oui. Et puis, il y a ces personnes sans papier. Mais pour ceux d'entre vous qui se sont mariés, vous savez très bien que vous aviez dû fournir des papiers. Et même moi, j'appartiens quand même à une génération, quand je me suis mariée, j'ai même dû avoir des examens médicaux, qui malheureusement ont disparu par la suite.
Mais aujourd'hui, c'est quand même très bizarre qu'on ait cette situation-là. Alors, c'est d'autant plus paradoxal quand on y réfléchit bien que presque tous ont l'AME et donc ils ont une carte de sécurité sociale. C'est ça le paradoxe. C'est-à-dire que, mais comme vous savez qu'on ne peut pas croiser les fichiers de la sécurité sociale avec les fichiers du ministère de l'Intérieur à cause d'une décision de la CNIL, du coup, on est empêché de faire. Mais c'est vrai que ce sont des règles de bon sens d'une certaine façon qu'on devrait reprendre. Moi, je pense que c'est pas normal que ça se passe ainsi. Ah, pardon, madame, je crois que madame avait levé la main. Allez-y, je vous en prie. Non, vous étiez la première. Est-ce que, concernant la suppression de l'AME, est-ce que vous avez réalisé une étude d'impact que, du coup, que ça représenterait sur le report vers l'hôpital public? Alors, bon, là, la question n'est pas simple, parce que autant nous sommes capables de savoir ce que coûte l'AME et mes estimations sont pas loin du travail qu'a fait Madame Loubadji, ce que coûtent aussi les étrangers malades, parce qu'il ne faut pas tenir compte que de l'AME, autant il est très difficile d'estimer quel serait le rapport des coûts de l'AME et des étrangers malades vers la PUMa, par exemple. Ça nous paraît extrêmement difficile et j'ai préféré rester sur les chiffres qui sont à peu près consolidés plutôt que de partir sur une hypothèse complexe. Le numéro de sécurité sociale laisse apparaître au moins le pays d'origine des personnes et peut-être leur situation régulière ou irrégulière. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que 99 sur le numéro Amélie. Et 99, c'est aussi pour les Français nés à l'étranger. Donc, ça ne permet pas une connaissance qu'on doit connaître. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison qu'on ne sache pas ce qu'il en est. Monsieur. Il faudrait changer la numérotation de la sécurité. Bonsoir, Nicolas Monti, je suis cofondateur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, que M. Bourevitch a fait l'honneur de citer dans sa note pour contribuables et au conseil d'orientation duquel appartient le préfet Aubin, ici présent. Je me permets juste d'abonder dans le sens d'un point qui a été soulevé par vous deux, sur la restriction de l'accès à l'information en matière d'immigration. Il y a eu vraiment un travail de SAP, de la statistique publique, sur ces sujets depuis 2 décennies maintenant. Depuis 2004, vous le savez peut-être, mais il n'y a plus de recensement en France. Il y a un sondage par échantillon tous les 5 ans. On calcule le sol migratoire à la louche, c'est-à-dire qu'on estime pour une année N, en N+1, plus N+2, plus N+3, et on a parfois un écart de 1 à 5. On n'a pas de registre de population, contrairement à beaucoup de pays. Et ça nous donne des situations où, par exemple, deux parlementaires, les députés Coquendo et Cornu-Gentil, avaient publié en 2018 un rapport sur les politiques publiques en Seine-Saint-Denis, dans lequel ils estimaient le nombre d'immigrés clandestins dans un delta compris entre 150 et 400 000 personnes. Alors 400 000 personnes, on a du fait que c'est 25% de la population du département. C'est l'écart qui interroge, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État n'est pas en mesure de dire si 250 000 personnes, des clandestins, se trouvent ou ne se trouvent pas dans un département directement limitrophe de Paris. Alors, Madame la sénatrice Boyer est toujours présente, les députés sont partis, mais je crois que beaucoup de leurs collaborateurs sont restés. Je vous invite vraiment à mettre ce sujet sur la table dans les débats à venir sur le projet de loi d'immigration, en interrogeant le gouvernement, en interrogeant l'administration, la statistique publique, donc en l'occurrence l'INSEE, car en la matière, comme disait le préfet Aubin, le fait de s'entendre sur les faits, à minima, c'est un prérequis pour tourner un débat civique, rationnel, apaisé et éclairé sur ces questions. Et à la sécurité sociale. Sachant qu'il y a des écarts considérables. Vous voulez réagir? Il y a eu 500 000 matriculations à la sécurité sociale en 2019, dont une part importante qui venait d'Afrique, avec un écart très fort, y compris si on additionne le nombre de premiers titres de séjour, le nombre de premières demandes d'asile en provenance du continent africain. En la matière, nous on a interrogé l'INSEE sur ces sujets, et on a eu que des réponses qui étaient un moyen de mettre le sujet de côté en répondant à côté en disant qu'il pouvait y avoir des écarts sur la durée de résidence, etc., mais rien de satisfaisant. Donc le rapprochement des chiffres montre qu'il y a des anglements gigantesques sur les estimations. Y compris pour les prestations versées à l'étranger. Oui. On pourrait juste ajouter que dans ce rapport sur la Seine-Saint-Denis, et pourquoi ne pas penser qu'un département a peut-être raison de faire un rapport sur l'immigration dans son département, vous avez probablement remarqué que les mineurs
ne sont comptés que comme mineurs étrangers. C'est-à-dire qu'on a laissé de côté tous les descendants directs d'immigrés pour pouvoir restreindre le nombre de gens relevant de l'immigration en Seine-Saint-Denis. Ce qui fait que, alors que la Seine-Saint-Denis est un département où la population en lien avec l'immigration se situe entre 60 et 70%, là, elle apparaissait en dessous de 40%. Oui, c'est un élément qu'on ne dit pas non plus, mais c'est important. Les chiffres qui sont publiés, ceux du ministère de l'Intérieur, ne concernent que des adultes. C'est-à-dire que les adultes qui viennent avec les enfants ne sont pas comptés. Donc, si on voulait rapporter ça à la population totale de la France, par exemple, il faudrait aussi trouver un indicateur qui nous permette de calculer le nombre d'enfants accompagnants. Oui, oui. C'est quelque chose, d'autant que quand vous enquêtez ou quand vous avez des rapports où vous vous occupez de l'ASE, donc de l'aide sociale à l'enfance, vous apprenez de la bouche des personnes qui s'en occupent dans les conseils départementaux qu'ils accélèrent au maximum leur naturalisation, donc des mineurs ou faux mineurs qui sont pris en charge par l'ASE, et donc effectivement à ce moment-là, ils disparaissent des statistiques. Et ce qui pose plusieurs difficultés, parce qu'aujourd'hui, les départements sont totalement submergés par ces jeunes adultes mineurs qui arrivent, essentiellement des hommes, même si on voit de plus en plus de femmes enceintes, la plupart mineurs qui arrivent, mais essentiellement des hommes, et ce qui crée des problèmes majeurs pour l'accueil de l'enfance en danger aujourd'hui, parce que les départements sont submergés, et que l'accueil des populations fragiles ne peut pas se faire dans de bonnes conditions. Et je trouve qu'il y a une rupture d'égalité vis-à-vis du devoir qu'on a par rapport à ces enfants français ou vivant en France, qui sont de plus en plus en danger ou qui ne peuvent pas être accueillis alors qu'ils doivent être soustraits à leur famille ou pris en charge. Et je suis très surprise que ce scandale d'État ne fasse pas la une des journaux, parce qu'aujourd'hui, l'enfance en danger est mise en danger par ce fait que les départements sont totalement débordés par cette obligation d'accueil, alors que c'est l'État qui leur demande et l'État qui ne prend pas en charge ce qu'il demande aux départements. Alors ça, je suis totalement d'accord avec vous. Je pense que c'est une... Ouais, quand on connaît un peu le sujet, c'est absolument horrible, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'enfants, notamment des enfants dans des familles maltraitantes, qu'on ne peut pas être placés à l'ASE, parce qu'il n'y avait vraiment pas de place, parce qu'on a à l'ASE maintenant essentiellement des migrants mineurs, on peut supposer qu'ils le sont, ils ne le sont pas toujours, qui encombrent. Et par ailleurs, sur les naturalisations, ça par contre, c'est un article de loi qui pourrait être vu, puisque c'est là pour le coup, ça procède de la loi. On a inscrit, j'avoue que je ne sais pas très bien quand, dans le Code civil, que ces mineurs étrangers pris en charge par les ASE peuvent accéder à la nationalité française à leur majorité. Ce qui a un effet désastreux, parce qu'en fait, évidemment, ils ne sont jamais isolés. Moi, j'en ai suivi beaucoup quand j'étais dans l'Essonne, puisqu'ils arrivaient par Orly. Donc, ils arrivaient avec rien sur eux, sauf une étiquette pour un numéro de téléphone. Et ils étaient pris en charge pendant 2 ou 3 ans par le département. Dès qu'ils accédaient à la majorité, à ce moment-là, la famille arrivait. Je trouve ça absolument horrible comme façon de gérer ses enfants, mais la famille est arrivée, et maintenant elle arrive d'autant plus que la famille en question, elle rentre dans la catégorie des familles de Français ou parents de Français, et donc ils ont un accès automatique à la... Voilà. Et donc on s'est créé une filière d'immigration clandestine par ces migrants mineurs qui sont abandonnés par leurs parents, obligés de prendre l'avion et d'arriver dans un endroit inconnu où ils vont rester le temps que les parents les retrouvent à la majorité. Et ça, on a beaucoup encouragé ça, c'est un effet pervers de cette loi, et moi je pense qu'il faut, là pour le coup, on est dans la loi, là il faut que le législateur revienne sur cette disposition. Mais je me permets juste de vous indiquer qu'au Sénat, en tout cas moi j'ai déposé ce type d'amendement parce qu'au début l'accès à la nationalité n'était pas prévu dans le texte qu'on nous avait demandé d'examiner. Moi j'ai déposé pas mal d'amendements là-dessus. Mais d'une façon générale, je suis très surprise pour ces mineurs, effectivement avec ces filières mafieuses qu'on a créées qui mettent des jeunes en danger.
surtout quand on connaît les conditions de traversée. Pourquoi on les prend en charge au lieu de les renvoyer dans leur famille? Il y a quand même quelque chose d'absolument incroyable qui fait que la France prend en charge ces personnes au lieu de les renvoyer dans leur famille. Ce sont des mineurs qui n'ont rien à voir à être pris en charge chez nous. Elles doivent être renvoyées dans leur famille. Et pourtant, on consolide ces filières et cet enlèvement de mineurs ou cette exportation de mineurs des pays qui font exprès de ne pas avoir d'état civil, etc., malgré toutes les converses pour qu'ils puissent avoir un état civil. Donc c'est une situation qui est humainement abominable et qui crée en France les situations atroces. Et en vous écoutant, je pense comme vous que la France participe en fait de façon implicite à cette ignominie, quoi, dans le fait de déplacer des enfants uniquement pour obtenir... Non mais vous avez raison, c'est surtout que... Des jeunes femmes qui sont enceintes, à mon avis parfois contre leur gré, c'est sûr, parce qu'en accouchant en France, elles s'achètent un totem d'immunité, si je puis dire, ou en tout cas on le sait faire. Et c'est absolument... je dois dire que... Enfin moi j'ai eu le cas de situation et que malheureusement notre droit favorise ces situations qui sont totalement scandaleuses sur le plan humain. Je suis d'accord avec vous. Pour tout le monde d'ailleurs. Dernière intervention. Sur les mineurs non accompagnés, est-ce qu'on a une idée un petit peu de ce que ça peut représenter la fraude pour les départements? Je sais qu'on a 2 rapports sénatoriaux et l'Assemblée nationale estime la fraude entre 60 et 90%, donc ce qui est quand même assez considérable. L'Assemblée des départements de France avait dit que grosso modo tous les MENA c'était 40 000 en 2018 et un coût de 2 milliards d'euros. Sauf que le problème c'est que c'est des coûts qui varient pas mal en fonction des départements. Donc moi je voulais savoir si on avait un peu une estimation globale du surcoût qui est engendré par cette fraude, en plus du risque sécuritaire, mais en fait même pour les mineurs non accompagnés eux-mêmes, parce que 70 et 90% ne sont pas du tout effectivement des mineurs. Donc ce qui fait que au-delà de la fraude et même au-delà du surcoût, en fait, on a des vrais mineurs non accompagnés qui se retrouvent dans des centres d'hébergement avec des gars qui peuvent avoir 20, voire 25, 30 ou plus. Bon, 30 ans, ça m'étonnerait, parce qu'ils sont là, on les verrait, mais il y a une marge, effectivement. Alors, on avait testé des analyses qui permettaient de calculer l'âge exact, à partir des analyses osseuses, et ça a été retoqué, je ne sais plus pour quelle raison d'ailleurs, mais il y a des pays qui pratiquent ça. Après tout, c'est une méthode comme une autre pour savoir à quel âge exactement a le jeune qu'on est censé accueillir. Sur le montant, les départements qu'on avait interrogés donnaient plutôt 60 000 € par enfant et par an. Donc après, le ministère des départements d'Île-de-France, peut-être un peu plus riche que les autres, mais le ministère ne fait pas la collecte comme le reste d'ailleurs. Donc en fait, vous n'en savez rien. Moi, je pense, si j'étais parlementaire, je ne vous cache pas que lors de la fameuse séance où on examine le rapport annuel au Parlement, je poserais beaucoup plus de questions pour obliger le ministère à sortir des chiffres. Non pas qu'il les ait d'ailleurs, il ne les a pas, mais pour l'obliger à les calculer. Parce qu'on est sans arrêt, en fait, sur tout un tas de sujets, on est pas dans le flou complet, mais enfin, on est quand même dans une zone d'ombre qui est quand même très grande, quoi. Excusez-moi, monsieur le préfet, on le fait, on pose même des questions. Moi, je me souviens d'une séance où j'étais ici en tant que députée à l'audition de France Stratégie. J'ai posé une question sur les centenaires, en tout cas les personnes extrêmement âgées, à l'étranger, en Algérie en particulier, et ça m'a valu une brève dans le journal me traitant d'idiote parce que j'avais posé cette question par une journaliste très réputée en l'occurrence. Donc on le fait, mais non seulement on n'a pas les réponses, mais quand on pose ce type de questions, on est stigmatisé à chaque fois. Et on le fait par écrit, mais vous le savez peut-être, maintenant les questions écrites des parlementaires, on n'y répond pas, on y répond
très tard. Alors que il y a quelques années, l'obligation écrite avait une obligation de réponse. Ou ils répondent à côté quand ils répondent, pour ce genre de choses. Donc effectivement, ce que disait M. Monti, c'est exactement ça. On est dans l'occultation des statistiques sur ces sujets-là. Mais je pense que les choses sont en train de changer. Enfin, parce que l'opinion publique aimerait bien savoir, et donc c'est quand même de plus en plus compliqué de tout cacher, quoi. Mais c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai travaillé dans un monde de juristes en administration centrale, et mes collègues qui étaient des juristes et qui travaillaient sur ces questions n'avaient qu'une vision juridique. En fait, ça ne les intéressait pas tellement de savoir ce qui se passait, où étaient les réfugiés, ce qui se passait après. Ce n'était pas vraiment leur sujet, quoi. Eux, ce qui les intéressait, c'est de savoir si on pouvait améliorer telle catégorie de migrants. Et, voilà. Et le système fonctionnait comme ça. Je pense que si aujourd'hui, il y a une obligation démocratique d'accéder à l'ensemble des données, je pense que c'est juste nécessaire, quoi. Là, en tant que parlementaire, on a une obligation de contrôle, quelque part. Bien sûr. Ouais. Mais pour contrôler, pourquoi non? Très bien, mais écoutez, je vous propose de conclure ce rendez-vous en vous remerciant M. Ciotti, enfin, en tout cas le fantôme de M. Ciotti, surtout son équipe de nous avoir permis d'organiser cet événement. Michel Auboin, merci beaucoup, Monsieur le Préfet, d'être venu. Jean-Paul Gourevitch, merci beaucoup d'avoir présenté votre étude. Merci à vous tous d'avoir été présents. Nous espérons surtout que les propositions qui sont dans vos pochettes trouveront une concrétisation dans les débats qui s'annoncent assez sportifs, si j'ai bien compris, dans les semaines qui viennent. Et puis, vous le savez, la politique de l'immigration est un sujet d'économie, mais il y en a beaucoup d'autres. Sachez que, pour partie d'entre vous, vous en êtes bien conscients que les contribuables sont assommés d'impôts, et votre devoir est, je crois, de chercher des sources d'économie. Et il y en a absolument partout. Donc nous sommes prêts à vous aider sur tous ces sujets. Merci encore de votre attention, et puis j'espère à très bientôt dans le cadre d'un nouveau rendez-vous parlementaire. Au revoir.